Alors, chers amis auditeurs des Bulles dans le bocal, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons. Alors, avec naturellement mon pote Charlie, Bernard et à la manœuvre Patrick, Aux et puis manettes. moi-même, Christian, qui va essayer de diriger, si possible, le débat. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de parler d'une période peut-être qu'on en a oublié ou qui a été mal expliquée quand on était petit à l'école, 1789. Mais 1789, ça commence avant. Ça commence en 88, alors déjà, les caisses sont à zéro, le roi a tout bouffé, les guerres ça coûte cher, les obus c'est pas gratuit. Deux, le peuple a faim, le prix de la farine et du pain a triplé, les gens ne sont pas heureux, ils sont en colère. Il va y avoir donc un mouvement là qui fait que le roi va être obligé de prendre une décision qu'il n'aime pas, réunir le tiers-État, car c'est le tiers-État Les qui est États le généraux. seul, les États généraux, pardon, le seul qui puisse décréter un impôt nouveau. Alors, on va commencer par cette période qui est riche en histoire et je vais demander à mes deux copains s'ils veulent bien participer à ce débat sur 1789. Ça a commencé un peu avant et on s'arrêtera plus tard pour parler d'autre chose. Messieurs, vous avez la parole. Il faut arrêter de taper sur la table. Oui, bon, 1789, c'est donc il y a, il y a une fermentation sociale. Il y a la convocation des États généraux, ce qui n'est pas une nouveauté hein, dans la monarchie Non. française, puisque les États généraux ont déjà été convoqués dans le passé, notamment au XVIIe siècle. Hein. Mais cette fois, les choses vont se transformer, c'est-à-dire que les trois ordres qui composaient le tiers-État vont être remis en question et le tiers-État va doubler ses représentants et ensuite va demander à ce qu'il ait seul la légitimité. Et puis on ira vers l'abolition de la noblesse, hein, des ordres, des privilèges de la noblesse. Bon, donc toute cette période est extrêmement riche. Euh, il y a un certain nombre d'événements qui vont dans un sens d'aller vers plus de démocratie, avec des limites, puisque on est dans une société féodale qui va s'écrouler, mais avec une bourgeoisie qui monte, qui se développe, euh, avec l'appui des philosophes des Lumières, du mouvement des Lumières, on va dire. Euh, et toutes ces étapes-là amènent à ce que ça se concrétise dans des constitutions. Hein, dans, il y a eu plusieurs constitutions successives, d'abord sous la forme d'une monarchie constitutionnelle, et puis après la chute du roi à Varennes, et les attaques de la bourgeoisie européenne contre la France en une république. Bon, on va essayer de développer toutes ces étapes. Oui, je pense que ce qui est 1789, c'est que le peuple, quand il exige une constitution, parce que c'est ça ce qu'il exige, c'est qu'il ne peut plus être à la merci de l'arbitraire. Et en même temps, il veut se constituer comme peuple avec une constitution où tout le monde peut se référer, où tout le monde doit l'appliquer, et en même temps que cette constitution, elle puisse effectivement évoluer et qu'il puisse effectivement des représentants élus, révocables, qui puissent avoir un lien entre ce qui décide en bas et ce qui remonte en haut à la Constitution. Je crois que tout à l'heure, Christian, tu pourrais nous donner la composition tout à l'heure que tu as donnée du... D'accord. Les, Oui, de suite. Mais il m'a dit tout à l'heure. Donne-nous la composition de l'ancien. C'est intéressant de voir quelle est la différence après 1789. Alors, le tiers-État, c'est ça? Ouais. Il y a 578 membres. Dans ces 578 membres, il y a 200 avocats, il y a 100 commerçants, industriels et banquiers, il y a 3 ecclésiastiques, dont l'abbé Siégère, CIS. merci pour lui, et 11 nobles, dont Mirabeau. Le Mirabeau en question, c'est le père du Mirabeau d'après, qui mourra en 1791.
D'accord. Mais d'ailleurs, il faut quand même préciser que ces gens qui sont dans le tiers-état ne sont pas élus comme ça par tout le peuple. Ah non, 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 Hein. non. Ils sont désignés, enfin élus par des... Par les maires, hein. dans les communes, par des gens déjà qui Ce ont sont ce sont des représentants des communes sur la base des cahiers de doléances. C'est ça. C'est-à-dire des revendications qui sont exprimées localement sur tout un tas de questions, notamment même des simples questions alimentaires, mais aussi beaucoup de choses sur les libertés, hein. Souvent rédigées d'ailleurs par les curés locaux qui savaient écrire, qui avaient une certaine éducation et qui étaient assez proches des peuples locaux, contrairement aux évêques, hein, qui étaient dans un autre camp. C'est pour ça qu'on avait on avait surtout des avocats, des gens qui maîtrisaient effectivement la lecture et l'écriture, des commerçants, enfin des gens d'un certain niveau. Mais le peuple dans les campagnes, lui, voilà, il n'avait aucun droit au chapitre, hein. Il avait le droit d'aller à la messe. Voilà, donc c'était simplement cette précision. Ouais, ouais, ça n'allait Oui, pas plus on loin. peut dire simplement une précision. On peut dire que dans les représentants du tiers-état, il y avait beaucoup de gens qui étaient des lecteurs de l'encyclopédie, notamment des œuvres de Diderot et d'autres philosophes des Lumières. C'est bon. Oui, je pense que justement tout à l'heure, la question de la prise de la Bastide, si La c'est une Bastille. importance, c'est que on passe d'un régime à un autre. C'est-à-dire que d'un régime où le peuple n'a pas une identité politique à un régime où le peuple peut et il décide de ce qui est bien pour lui ou pas. Et à partir de là, on va essayer de créer effectivement ce qui va faire que le peuple est un peuple, c'est-à-dire les bases communes à ce peuple. Et les bases communes à ce peuple, c'est la Constitution. Quelle Constitution on se donne où tout le monde fera référence? Alors là, il y a eu plusieurs écritures de la Constitution qui sont revenues, réparties, mais comment ça fonctionnait? Parce que c'est ça qui est intéressant. Et comment, à partir de 1789, on va créer les communes, même si on a calqué sous les anciennes diocèses des églises, etc., on va créer le maire élu. Ce n'est plus un représentant de la noblesse ou du clergé, quelqu'un qui est élu. On va créer les départements, la transmission pour déterminer le pouvoir politique et comment cette déclaration, cette constitution va être effectivement appliquée dans tous les pays et comment elle va remonter. Oui, alors ce qui est intéressant, il ne faut pas oublier qu'en préambule de la première constitution, hein, établie par l'Assemblée constituante, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme sur trois principes, hein, liberté, égalité, fraternité. C'est à partir de là qu'on peut lire toutes les constitutions, les constitutions successives qu'il y aura, puisqu'il y en a plusieurs, jusqu'à celle de 58 que nous subissons hélas aujourd'hui, hein. Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une avancée formidable. Et Charlie, tu disais tout à l'heure que le peuple cherche à être représenté parce que il faut dire qu'il ne l'est pas toujours. Il cherche, oui, mais selon les constitutions, il a plus ou moins de pouvoir, hein. Entre le suffrage universel et le suffrage censitaire, il y a de grosses différences, hein. Qu'est-ce que je voulais dire autre chose? Ça reviendra. Bon, je vous cède la parole. Moi, ce que je voulais, parce que effectivement, la Déclaration des droits de l'homme a été le socle de la Constitution qui a suivi après, mais il y a aussi eu juste avant
quelques jours avant l'abolition des privilèges. Qui était, La nuit du 4 août. Le 4 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme est arrivée le 26 août. Elle est arrivée après. Et c'était quand même, l'abolition des privilèges, c'était quand même quelque chose d'énorme par rapport à la situation de la monarchie, les privilèges qu'avait la monarchie, les privilèges qu'avaient les aristocrates et le clergé. Donc c'était quand même quelque chose d'énorme, d'autant plus que quand on revient au XXIe siècle actuellement, l'abolition des privilèges, on peut toujours des fois la remettre en avant en disant attendez, il y a encore beaucoup de privilèges qui méritent d'être abolis. Oui, parce que ce qui est rentré par la porte sort par la fenêtre, hein, et inversement. Oui, tu es revenu sur la prise de la Bastille et par rapport à la question de la reconnaissance du peuple, des citoyens, on va dire. Parce que sous la monarchie absolue, il y a un roi et des sujets. Les individus n'existent pas. Hein. Les citoyens, c'est une personne reconnue en tant que telle. Hein. Et revenons à la philosophie des Lumières, beaucoup de ce que les philosophes des Lumières ont développé, c'est ça, hein, c'est le développement de la personne, les droits de chacun, la liberté individuelle. Dans la Constitution qui va prendre, qui sera commencer à être, disons, publié et discuté par le peuple dans ses comités, en 1793, dont on avait fait une première qui n'a pas été acceptée. On a repris à 2 fois de l'écrire, et c'est le 24 juin 1793 qu'il y aura une constitution, un extrait qui va apparaître et qui va commencer à être discuté. Et il y aura effectivement, quand cette constitution est revenue dans le peuple, dans les comités, pour être discutée au niveau communal. Mais il faut dire qu'au niveau communal, comme on disait tout à l'heure, c'est là que ça s'est joué. Je veux dire, quand on a dit, le peuple et la révolution a pris à l'Église les biens, c'est ces comités qui l'ont pris. Ils exigeaient que ça, et ils se sont répartis des terres. C'est à ce niveau-là que les choses ont été décidées. Et cette constitution leur revient, et j'ai devant les yeux quelques articles de la Constitution qui a commencé à être discutés. Tous les hommes sont égaux par nature devant la loi. Les droits sont l'égalité. L'égalité entre tous les hommes et les femmes, la liberté et la sûreté. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale. Elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Elle ne peut être ordonnée que ce qui est juste et utile à la société. Elle ne peut défendre que ce qui est nuisible. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics, alors qu'avant étaient nommés et ils n'étaient pas là. N'importe qui peut rentrer s'il a les capacités, bien sûr. S'il a les capacités, ils le disent en plus. Le peuple libre ne connaît d'autres motifs de préférence dans leur élection que les vertus et les talents. C'est ce que notre camarade voulait dire. Les droits de manifester sa pensée et ses opinions sont par la voie de presse, soit toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement et librement, exercice de culte. Ne peut être interdit la nécessité d'annoncer ces droits supposés ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Donc, la loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
tout homme étant présumé innocent jusqu'à qu'il est déclaré coupable, il est jugé indispensable de l'arrêter toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Et il y a quelque chose d'intéressant tout à l'heure, on reviendra, les secours publics sont une dette sacrée, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la sécurité sociale, si on veut dire. La société doit la subsistance à tout citoyen malheureux, soit en leur procurant un travail, soit en assurant les moyens d'assister à ceux qui sont hors d'état de travailler. C'est la première constitution qui contient droit des problèmes sociaux. Tout à fait. L'instruction est le besoin de tous. La société doit être favorisée de tout son pouvoir, les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. L'article 23, la garantie sociale consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale. La souveraineté réside dans le peuple. Elle est là, indivisible, imprescriptible, inaliénable, mais par le vote qui, chaque fois qu'il y a et qui revient. C'est-à-dire que ça partait en bas, c'était voté et ça repartait, en disant nous avons distribué les terres, etc. Et c'était justement, c'était va-et-vient qui est intéressant. Ok, je vais finir les 3 articles qui me paraissent les plus importants de la Constitution. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier, mais chaque section de souverain assemblée doit jouir du droit de s'exprimer sa volonté avec une entité de liberté. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il faut le laisser s'exprimer, mais c'est la majorité qui l'emporte. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois des générations futures. C'est-à-dire que si moi je considère que la Ve République est une constitution qui aujourd'hui, par ce qu'on parlera si on arrive à la Ve République, n'a plus aucun droit, on doit la substituer par une autre constitution qui effectivement soit le produit de la majorité du peuple. Tu as d'autres articles là? Ouais. Les citoyens ont un droit égal à concourir à la formation de la loi et la nomination de ses mandataires ou de ses agents. La résistance à l'oppression est la conséquence d'autres droits de l'homme. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Il a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il a l'oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. Bien, je pense que c'est plusieurs articles, il y en a quand même 150, mais ils me paraissent des plus importants et qui, effectivement, constituent le fait qu'on bâtit un peuple sur une constitution pour tout le monde. Et c'est ça qui bâtit le peuple, c'est pas autre chose. Bien, petite pause musicale, chers amis auditeurs, et puis nous reprenons la parole avec Nanar, dit Bernard, et Charlie, dit Carlos. Le député Guillotin dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger le corps français de tous les gens approchés. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. Pour punir la trahison, la haute rapine, ces amateurs de blason, ces gens qu'on devine, voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. À force de comploter lors de mutine, à gagner sans y penser, migraine maline. Pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mènera à la guillotine, ok, à la guillotine.
De la France on a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé et mis tout en ruine. Mais le noble on a gardé de mourir le cou tranché par la guillotine au guet, par la guillotine, par la guillotine au guet, par la guillotine. Alors, chers amis, on reprend cette émission et vite fait la chronologie pour enchaîner donc sur la suite qui nous amènera à la Première République. Alors la chronologie, on l'a expliqué, 1788 c'était la disette, mauvaise récolte, le peuple se révolte, le roi est obligé d'en faire appel aux États généraux parce que les caisses de l'État sont vides à cause des guerres qui avaient asséché les caisses de l'État. Donc, un moment important, ce fut le serment du jeu de paume, qui étaient des membres du tiers-État qui se sont réunis dans la salle du jeu de paume à Versailles en prenant un engagement solennel d'union, ce qui nous manque bien d'ailleurs actuellement, d'union jusqu'à l'élaboration d'une constitution. Et c'est ce qui a permis en fait de continuer la lutte et d'arriver à l'Assemblée constituante le 9 juillet 1789. Et puis ensuite, bien entendu, il y a eu la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, suite au renvoi de Necker, qui était le ministre des Finances, entre guillemets. Et puis l'abolition des privilèges, qui n'était pas rien quand même. Ensuite, la déclaration des droits de l'homme. Ensuite, la nationalisation des biens du clergé. Vient là-dessus le décret de la division de la France en départements, donc la naissance des départements. Et puis une chose aussi qui n'était pas anodine, c'était que les protestants obtiennent le droit de cité, parce que bien entendu ils étaient considérés comme des sujets inférieurs. Et là-dessus, bien entendu, ça commençait un petit peu à chauffer pour notre cher Louis XVI, et qui décida, enfin c'est peut-être pas lui qui a eu l'idée tout de suite, qui décida de quitter Paris. Et ce fut le 21 juin 1791. Exact. Alors, mon cher Christian, peux-tu nous rappeler cet épisode et comment ça s'est passé, qui l'a reconnu et à quel endroit ça s'est passé? Parce que ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un village qui s'appelle Les Varennes aussi. Alors, le dénommé Mirabeau, le Mirabeau, le paternel de Lot, qui est un tribun. C'est lui qui suggère à Louis XVI de quitter Paris, d'aller chercher des renforts pour foutre sur la gueule à la Révolution. D'accord? Bon, il ne verra pas ça parce qu'il en est mort, lui. Mais, effectivement, le roi va se barrer. Il va écouter ce qu'a dit l'autre rigolo, là, et il va profiter de l'aide d'un... On a toujours des mecs bien là-dedans. Comment il s'appelle ça? Du suédois Axel de Versin, n'est-ce pas? Qui encourage Louis XVI. Fersen. Pardon? Fersen. Ouais, excusez-moi les gars, tout le monde ne peut pas s'appeler Bernard et Charlie. Alors donc, si tu veux... C'est un copain de Marie-Antoinette. Voilà, en plus. Mais alors donc, c'est lui. Un bon copain. Voilà. Il va donc les conseillers, ils vont partir dans le chariot, non, dans le carrosse. Ah non, dans le carrosse, il y aura Louis XVI, sa sœur, sa femme, la nourrice, enfin celle qui s'occupe des mômes, et les mômes, le petit et la petite. Ah, je crois qu'ils en ont que deux. Hein. Et ils vont se barrer. Ils partent et à Varennes, mais pas celui-là, à côté de Sainte-Ménéhould, où je vous conseille un jour d'aller goûter les pieds de cochon. Ah non, mais c'est génial, les pieds de cochon de Sainte-Ménéhould. Revenons-en à nos moutons. Oui. Les gens sont intrigués de voir cette espèce de grosse voiture là qui arrive et tout. Il l'encercle un peu. Il va avoir un épicier. Il y a toujours un épicier qui pense qu'à ça, qui va dire au roi, venez, planquez-vous par là, il ne le verra pas. Mais manque de bol, le peuple encercle l'épicerie, il n'est pas question. Et le roi est reconnu par le camarade Drouet, le fils du mec qui s'occupait de la poste. Et c'est lui qui donne l'alerte et qui fait que le roi, direction, la case départ, sans toucher 20 000. Bon, remarquez quand même, c'est important. Donc voilà. Et là, on a quand même, dans l'évolution de ce qui vient de se passer, quelque chose d'important. Et je suis sûr
que Bernard et Charlie qui bouent d'impatience de compléter ce que je viens d'annoncer. Charlie, Bernard, quand vous le voulez. Pas de politesse, les gars. Donc après Varennes, la trahison du roi est flagrante, puisqu'il allait rejoindre les émigrés, la noblesse émigrée, qui s'était alliée aux puissances monarchiques d'Europe pour en finir avec la République. Exact. Donc à partir de là, le roi était sous surveillance. Il a dû, comme tu l'as dit, porter... Donc il a dû porter donc serment à la Constitution. Et comme tu disais aussi, il a dû porter la cocarde bleu-blanc-rouge, ce qui n'est pas rien, puisque c'est la base de notre drapeau national. Bon, après cela, il y a eu beaucoup de mouvements. Il faut rappeler quand même que tout ce qui allait dans un sens progressiste, il faut rappeler qu'on est dans un État centralisé et que tout le pouvoir est à Paris, ce qui ne change pas aujourd'hui. Or, les Parisiens, c'était pas des bobos, c'était des artisans. Il y avait énormément d'artisans à Paris et ces artisans, c'était les sans-culottes. Et le mouvement des sans-culottes a joué un rôle extrêmement important dans l'élaboration des textes et dans le durcissement vers quelque chose contre la monarchie. Et c'est important à souligner. Voilà. Donc on arrive à la proclamation de la République à peu près un an après. En 92, pour la Bastille, oui. 21 septembre 1792. Voilà, donc les choses avancent. Mais avec toutes les contradictions qu'il y a entre une bourgeoisie qui se développe et le peuple des artisans, parce que bon, il y avait quand même pas énormément d'ouvriers encore. Il y avait les ouvriers des manufactures, mais c'était pas encore un développement énorme. Donc le mouvement des artisans était très important pour faire avancer les choses. Charlie. Oui, je pense que dans ces mouvements comme ça, comme dans toute révolution, il n'y a rien de linéaire. Il y a des processus qui s'entrechoquent, c'est l'ancien régime, le nouveau régime, où des forces s'opposent, où effectivement il y a un changement social radical. On l'a vu dans les différentes révolutions, comme la révolution russe ou la révolution mexicaine, où effectivement les mouvements sont spontanés, ils s'expriment, mais ils s'expriment surtout le fait que le peuple ne veut plus être soumis, ne veut plus, il veut la liberté de pouvoir décider de ce qu'il veut. Et donc, je crois que ces mouvements-là, effectivement, on va arriver à des stades où, effectivement, à l'intérieur même du comité de salut public, ou ce qu'on appelait à un moment donné le règne de la terreur, et comment on a traité Robespierre, et le comité, comment, effectivement, ces luttes internes entre la bourgeoisie naissante, la féodalité, pour, effectivement, prendre le pouvoir à leur compte. Et comment, effectivement, le peuple va s'exprimer dans ces cadres-là, pour arriver, effectivement, c'est comme ça qu'on arrivera à ce que je lisais tout à l'heure, la réaction et le fait que la Constitution de 1793 ne sera jamais appliquée, alors que c'est la Constitution la plus démocratique, en tout cas écrite, que la France ait connue, parce qu'elle intègre à elle, effectivement, tous les droits sociaux,
effectivement l'indépendance de l'individu, l'égalité de l'individu devant la loi, mais en même temps le fait que l'État prend en charge totalement l'individu. Et effectivement, c'est un combat. Et je veux dire, la réaction terminorienne aura effectivement un rôle capital là-dessus pour, en définitive, que cette constitution ne soit pas approuvée. Et en même temps, elle assassinera sans procès Robespierre. Oui, alors, bon, on peut revenir rapidement sur le comité de salut public. Bon, un certain nombre de gens ont dit que c'était une dictature, que c'était tout à fait néfaste. Et nous ne le pensons pas. Simplement, la France était assiégée. Les monarchies européennes voulaient attaquer la France et rétablir la royauté absolue en France. Donc, dans ces cas-là, comme c'est arrivé dans l'histoire romaine, hein, quand la République romaine était attaquée, eh ben, on nommait un dictateur. On suspendait provisoirement l'ensemble des pouvoirs pour donner à un individu, ou quelques individus, un pouvoir. C'était absolument nécessaire. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu les victoires de Valmy, de Florus, s'il n'y avait pas eu ça. C'était une nécessité. Ça ne devait pas durer. D'ailleurs, même dans l'esprit de Robespierre, ça ne devait pas durer. Mais ce qui est important pour les auditeurs, c'est de rappeler ce qu'était le comité de salut public. Parce que bon, il y a eu une constituante qui a été mise en place, mais donc une fois que cette constituante a été mise en place, ce comité de salut public est arrivé après, parce qu'il y avait continuellement des guerres. Bon, il y avait la guerre de Vendée, il y avait. Il fallait sauver justement la constitution. Comment le comité de salut public est arrivé et ça a été sur un vote. Comment ça s'est passé ça? Bon, j'ai pas tous les éléments pour répondre là-dessus, mais je dis que c'est pour ça que je comparais à la République romaine, hein, parce que dans l'histoire, c'est des choses. Quand il y a nécessité de défendre un pays, on suspend un certain nombre d'institutions. Il ne peut pas y avoir un fonctionnement parfaitement démocratique. Bon. Mais c'est provisoire. Hein. C'est provisoire, donc ça a été, disons que ça s'est fini violemment parce que la bourgeoisie a repris les rênes de la République et les thermidoriens, en exécutant Robespierre et un certain nombre de membres du comité de salut public, ont modifié les règles et ça s'est concrétisé dans la Constitution de 1795 qui revoit celle établie de la première constituante, hein, puisque par exemple il y a suppression du suffrage universel, suppression de la souveraineté nationale, et du droit à l'insurrection qui figurait dans la Constitution de 93. Les vertus domestiques sont mises en avant, le bon père, le bon fils, le bon époux, etc. Et surtout, c'est une constitution censitaire. On passe du suffrage universel à 30 000 électeurs. Donc c'est vraiment la bourgeoisie au pouvoir, avec le directoire, jusque au développement complet de ce système avec le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc si je comprends bien, la Constitution de 1792 énoncée par Charlie, qui apparemment n'a jamais été appliquée, de 93 n'a jamais été appliquée, en fait a été remplacée par celle de 1795, celle celle des thermidoriens, des Girondins thermidoriens. Donc la première était une constitution progressiste. Oui. Si on veut faire un peu le parallèle avec notre époque, une constitution progressiste, et la deuxième était une constitution bourgeoise, donc entre les Girondins automatiquement de droite, quoi. Si on, 93, c'est la constitution, c'est 95 qui est déjà, c'est-à-dire la révolte thermidorienne, quand
comment dire, on dissout le comité de salut public et quand on tue Robespierre, il y a cette révolte pour effectivement remplacer et que la constituante de 1793 ne soit pas appliquée. Parce qu'elle avait commencé à être appliquée. D'ailleurs, en 1995, il y aura la révolte des égaux, qu'effectivement, ils vont essayer d'envahir merde. Gracchus Babeuf. Voilà, avec Gracchus Babel, qui vont envahir où siègent les députés, et ils réclament quoi? Du pain, la paix et la constitution de 93. Parce qu'elle avait commencé à être discutée et qu'il n'arriva pas à son terme. Donc, si tu veux mieux, à partir de la mort de Robespierre et des saluts publics, la réaction terminorienne fait son pas pour détruire effectivement ce qu'il y avait des plus progressistes dans la Constitution de 1793, de ce qui n'a jamais été appliqué. D'accord? C'est ça le fond. Et après, à partir de là, effectivement, d'ailleurs, on remarquera, vous verrez que tout à l'heure, quand Napoléon, lui, il va faire nommer pour que, effectivement, cette démocratie qui était amenée par la Constitution de 1793 et par le fait qu'il y avait des communes qui ne pouvaient plus aller déjà, qui ne pouvaient plus détruire, parce que c'était un acquis, et les départements. Par contre, Napoléon va mettre un préfet pour gérer tout ça et colmater le fait que ça soit le Bonaparte qui dirige, et non plus que ça soit effectivement, comme tout à l'heure expliquait Bernard, censitaire, qui est effectivement le peuple qui puisse décider. Non, contre le pouvoir censitaire. Hein. Voilà, contre le pouvoir censitaire. D'accord, donc là, en fait, on arrive à la tentative de la mise en place de la première République, mais pas de bol, parce que c'est tellement instable entre la chute du comité de salut public, la mort de Robespierre. Il y a eu des confrontations permanentes avec, comme tu le disais Charlie, l'intervention de Napoléon Bonaparte, ce qui nous a amené donc au consulat. Le consulat qui est arrivé, mis en place le 9 novembre 1799. Donc on a vu toute cette période de l'histoire. On va voir sur la dernière partie de cette émission, maintenant un peu, on va faire entre guillemets le parallèle, parce que l'histoire ne se répète jamais, même si c'est important de la connaître, le parallèle avec la situation que l'on peut vivre actuellement dans la Ve République. Mais ce qui est important, c'est que cette période-là a marqué non seulement la France, mais a marqué le monde entier. C'est-à-dire que la référence à la République, c'est-à-dire au droit du peuple à décider de lui-même, parce que c'est ça qui deviendra fondamental, ça veut dire que le peuple doit décider pour lui, et qu'il n'y a il n'y a pas autre chose. Et donc on forme une nation, mais sur la base d'une constitution où que l'égalité sera la norme. Regardez, si je prends un exemple, regardez l'Espagne, cette révolution à l'époque n'a pas eu lieu, il y avait des régions. Et chaque région faisait, et on le retrouve bien plus tard, comme on va retrouver aujourd'hui ici en France, le fait qu'il existe encore la commune, mais on essaye de détruire toujours la commune en mettant des super communes, ou bien des territoires, ou bien, on reviendra là-dessus, mais c'est effectivement entre les combats pour que le peuple puisse décider, en même temps diriger. Petite pause musicale, chers amis auditeurs, et on reprend le dernier thème de notre émission avec Bernard et Charlie, et toujours Patrick aux manettes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons. T'as appris ça où? À Strasbourg. Strasbourg?
Un charpentier qui chantait. Pour qu'on se voit. Eh bien, chers amis auditeurs, nous abordons la dernière partie de cette émission. Alors, nous avons parlé de 1789, etc., la Révolution, du peuple de France, de la cocarde. Maintenant, nous allons faire le lien avec la situation actuelle que connaît notre pays, que connaît notre peuple. Parce que vous allez voir, grâce à Bernard et à Charlie, il y a beaucoup de points de similitude avec la situation actuelle et ce que nous avons évoqué. Voilà. Charlie, il ne veut pas parler, Charlie. Il y a... Et on va prendre l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est que on veut passer une réforme de retraite alors que les journaux donnent 60% minimum que le peuple est contre cette réforme. Et quel est le parallèle et comment on peut faire un parallèle entre comment se fait-il que cette réforme puisse être passée alors que c'est la voix du peuple qui devait être déterminante. Et effectivement, il y a une constitution. Il y a la constitution tout à l'heure qu'on parlait de 1796 qui n'a jamais été appliquée, où le peuple pouvait, et il pouvait non seulement dire, mais faire. Et la constitution de la Ve République, où comment est-ce possible qu'un président qui a obtenu 17% des voix au premier tour de son élection, c'est-à-dire qu'il est minoritaire dans le pays, mais que la Constitution, par rapport au fait qu'au deuxième tour, on peut s'allier avec d'autres gens qui étaient contre lui et qui n'avaient pas les mêmes objectifs que lui, va nous faire passer la retraite alors qu'il est minoritaire dans le pays réellement. Et en plus, il va le faire passer à une assemblée. Et cette assemblée... Il va s'en passer plutôt. Et il peut s'en passer, c'est-à-dire que la Constitution le donne le droit de se passer du vote de l'Assemblée, alors que cette Assemblée même, elle est minoritaire. Je m'explique. Comment est-ce possible que cette Assemblée aujourd'hui puisse décider quoi que ce soit, alors même qu'elle a eu moins de 60% des gens qui ont voté pour elle. C'est-à-dire qu'il y a eu 60% d'abstention qui considéraient que de toute manière, vu l'état de la Constitution, ça servait à rien. Ça servait à rien et ils n'ont pas voté. Et que malgré ça... Et dans ce qui reste, il n'avait que 17%. Et dans le cadre qu'il n'avait que 17%. Et même ça, ça va plus loin, c'est qu'il peut passer cette loi par le 49.3, c'est-à-dire qu'il s'en passe, même de la majorité à la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, cette Constitution ne représente pas réellement le peuple. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer? C'est cette Constitution. Il faudrait une Constitution qui s'appuie pour le peuple, pour effectivement faire les lois qui lui intéressent au peuple.
Et c'est là où la question fondamentale est posée aujourd'hui, c'est-à-dire comment que les partis qui se réclament des ouvriers puissent dire cette constitution n'est pas la constitution qui peut effectivement aider le peuple. D'ailleurs, il y avait un président qui est resté pendant 10 ans, qui s'appelait Mitterrand. 14 ans. 14 ans, il a fait deux oui, ans. c'est vrai, Deux 14 mandats. ans. Deux septennats. Qui s'appelait, il avait fait un bouquin au moment de rentrer au Parti socialiste, Le coup d'État permanent. le coup d'État permanent, et qui disait qu'effectivement la Ve République est une république antidémocratique et que celui qui décidait, c'était le Bonaparte, et aujourd'hui on le voit bien, c'est Macron qui décide tout, il passe outre même ses propres ministres et il décide de tout sans tenir compte de ce que le peuple peut vouloir. Et donc, je pense que cette réalité entre la Constitution de 1793 et la Constitution de la Ve République, effectivement, il faudrait qu'il y ait une autre Constitution aujourd'hui en France. Aux citoyens de la bâtir. Donc, effectivement, une des constitutions les plus antidémocratiques qu'on ait eues. Simplement, De Gaulle a été au pouvoir en 1946. Il a fait un discours à Bayeux, je crois, où il disait que il voulait bien rester au pouvoir, ou s'il revenait au pouvoir, il faudrait qu'il n'y ait pas de parti. Donc la négation des partis, c'est la négation de la démocratie. Hein. Bon, il disait déjà ça. En 1958, pour des tas de raisons, il est revenu au pouvoir, on peut dire, par un coup d'État. Hein. Et dans la foulée, son ministre Debré lui a pondu, avec quelques autres, une constitution selon ses désirs. Hein. C'est-à-dire une constitution qui donnait tous les pouvoirs, une constitution présidentialiste, avec tout le pouvoir à l'exécutif, disons. Presque tout le pouvoir. Avec l'élection du président de la République au suffrage universel, systématiquement, après, on peut plus le contester, quoi. Sauf que les donnes qu'il y avait à l'époque, où c'était De Gaulle, et la donne qu'il y a aujourd'hui, en rappelant ce que vient de dire Charlie, l'abstention, qui est loin d'être maintenant minoritaire dans le pays. En fait, le suffrage universel, l'élection du président par le suffrage universel, ne veut plus rien dire du tout, parce qu'on amène au pouvoir un type, en fait, qui représente au départ que 18% du vote au premier tour, mais en fait, qui garde automatiquement, il se dit, moi je suis légitime, j'ai été élu au suffrage universel, donc vous ne pouvez pas contester c'est l'élection. marrant parce que, de son point de vue, il a raison, c'est la Constitution qui lui permet. Ben oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est important, que tous les partis, parce que le Parti communiste, il disait la même chose, que c'était la Ve République était anticonstitutionnelle. Mais aujourd'hui... Antidémocratique. Et antidémocratique. Aujourd'hui, il n'y a plus un qui le dit. Aucun parti, je ne les entends pas dire. On te dit, aujourd'hui, la réforme de la retraite, personne n'en veut, que c'est au droit aux syndicats à décider, ce qui me paraît important que ce soit les syndicats et les travailleurs dans les assemblées générales et dans les usines qui décident la manière de faire pour le retrait, mais par contre que les partis politiques disent que cette constitution lui permet de faire ça et qu'il faut foutre en l'air. Qu'est-ce qu'ils foutent même ces députés à l'Assemblée nationale alors que le président peut faire ce qu'il veut? Elle ne sert à rien. Oui, mais bon, je vais faire le taquin critique. Quand même, si on est dans une situation comme celle-ci, c'est aussi parce que les gens ne votent pas. Donc c'est aussi parce que les partis politiques ont énormément trahi, dont ceux dont tu parlais, les partis qui représentaient la classe ouvrière ont trahi la classe ouvrière. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui en substitution? Rien. Donc qu'est-ce que vous proposez?
Il n'y a rien. Il va y avoir, demain, il va y avoir les manifestations, la première manifestation pour la réforme des retraites. Combien de personnes vont être dans la rue ? Parce que c'est ça qui est important, c'est le rapport de force. Le rapport de force, puisqu'on ne peut plus l'avoir par l'élection, puisque le Parlement, comme tu disais, ces gens-là, ils ne font qu'entériner les décisions du président de la République et du gouvernement. Donc le seul rapport de force, il doit avoir lieu dans la rue. Donc qu'est-ce que vous proposez pour autre chose ? Dès l'instant où les partis politiques sont déjà, certains partis politiques ne sont même plus des partis politiques parce que ce sont des mouvements. Donc dès l'instant où les partis politiques sont quand même omnipotents et que les gens et que les gens en fait n'y croient plus, donc ne se battent plus, tout en étant quand même conscients que notre vie de tous les jours, elle est gérée par la politique. Alors qu'est-ce que vous proposez ? Non, mais il faut revenir, moi, je ne propose rien, on ne fait que discuter. C'est dans le cadre de la discussion. Je n'ai pas la science, on est des libres penseurs. Ça veut dire qu'on n'a pas la science infuse, on a des pensées. Et ces pensées peuvent se mettre en commun pour avancer. Je sais une chose, c'est qu'il y a, au moment où cette loi a essayé de sortir, à plusieurs reprises, il y a eu 2 millions de gens qui sont descendus dans la rue. Tu parles de la loi à quel moment, ça ? Comme il s'appelle... C'est en 95, non ? C'est 95 quand... Avec Blondel ? Non, avec Marc Blondel ? Non. De quelle loi ? Attends. Comment il s'appelle le secrétaire, celui qui était avec Chirac Juppé. Le meilleur de tous, Juppé. Oui, c'était 95. 95. Donc, il y a 2 millions de personnes qui sont descendues dans la rue. Et quand je parle de constitution, pourtant, ces 2 millions, il y avait du monde. C'est pas n'importe quoi. Ça représente 2 millions, représente la majorité du pays. Tout le monde ne va pas descendre dans la rue. Mais ces 2 millions, avec les grèves qu'il y avait, représentaient l'immense majorité du pays. Donc, à ce moment-là, nous avions la possibilité d'effectivement de régler la question une fois pour toutes. Mais comme il y avait la constitution de la Ve République qui fait qu'effectivement, elle bloque. La question, c'est d'effectivement, aujourd'hui, de dire quoi ? Mais de dire tout simplement, il y a une chose qui est claire. Le peuple ne veut pas de la réforme des retraites. Il faut que les syndicats restent sur cette position. Elle n'est pas négociable, elle n'est pas applicable. Il faut qu'ils la retirent. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut vraiment des conditions de la grève générale. Est-ce que c'est une grève d'hier à demain, ou bien, comme disait Martinez, que je l'ai écouté, en disant qu'on fasse des grèves illimitées, ceux qui peuvent. Ça veut dire quoi ? Non, en espace de peu de temps, si tout le monde y est et que tous les syndicats appellent à bloquer, ça doit bloquer. On peut gagner. Non seulement parce qu'on l'a vu, il y avait 2 millions de mecs en 95. C'est faisable. C'est faisable. Et on va être nombreux demain. C'est faisable. La question, c'est quel est l'objectif et comment on y va. Et que les partis qui se réclament des ouvriers disent c'est la Constitution qu'il faut abolir. Ce n'est pas une marche de la jeunesse contre la faim ou contre la vie chère. C'est une marche de la jeunesse pour une autre société, donc contre la Ve République, pour la constituante souveraine. Il ne peut avoir que cette perspective-là. Mais aujourd'hui, je ne t'entends pas, ceux qui se réclament, ceux qui hurlent contre Macron, dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut abolir, c'est la Ve République. Il ne faut pas accepter. Au point de vue politique, on en parle aujourd'hui de la Constitution de 1793, je parle de ça.
et du point de vue syndical, j'appuie les syndicats et je dis effectivement qu'il faut. C'est ce que je pense. Je peux me tromper. Je ne sais pas comment les choses vont se produire. Mais je sais une chose, c'est qu'il faut faire l'unité du mouvement ouvrier. Et l'unité du mouvement ouvrier ne peut se faire qu'aujourd'hui, au niveau syndical, que je veux dire refus. On n'en veut pas et on ne le fera pas. Et commencer à dire grève générale. Ça ne peut pas être autrement. Bah, disons grève générale, c'est un beau mot. Hein. Oui, Mais, c'est-à-dire bloquer le pays. Oui, et sauf c'est que, vrai. sauf que les syndicats Mais c'est vrai que n'ont pas la si- puissance n'ont pas la puissance pour amener à une grève générale. Tout ça, c'est une belle utopie. Enfin, moi, je reste très pessimiste parce que je pense que la situation est entre les mains du peuple, des ouvriers, des salariés, sauf que le peuple ne fera pas une grève générale, ça c'est clair. Oui, mais bon, petit rappel historique, il y a eu un front Ils ont fait la populaire. Bastide. Il y a eu un front populaire en Mhm. 1936, Ouais. un programme où il y avait le Parti socialiste et les radicaux soutenus par les communistes. Mhm. Ils ont fait un programme qui était bridé par le Parti radical, qui est un Ouais. parti bourgeois. Bon. Il s'est passé une chose, et c'est là que on peut avancer par rapport à ce que tu dis, je pense. Il y a eu des grèves parce que le peuple salarié, les ouvriers, ont pensé que ce Front populaire les représentait. Or, il avait été mis là pour freiner leurs ardeurs, au contraire. Donc, comme ils ont cru qu'il était là pour les aider, eh ben, ils ont dit on y va, et ils ont occupé les usines. Et à partir de ce moment-là, les syndicats ont été obligés, les directions syndicales ont été obligées de reprendre ce mouvement-là, de s'unir. Il y a eu un mouvement extraordinaire, même dès avant, puisque en 1935, il y avait la CGT-U, dirigée par les communistes, et la CGT, qui était plutôt dirigée par les socialistes, qui se tapaient sur la gueule. Oui. Vraiment qui se tapaient sur la gueule. Hein. Il y a eu une manifestation, je ne sais plus sur quelle question, mais il y avait 2 cortèges, et ces 2 cortèges se sont unis. Et la CGT a été réunifiée. Bon, donc les choses ne pourront partir que de la base. Hein. Ne pourront partir que de la base, parce que à partir du moment où il y a eu l'occupation des usines et l'unité syndicale, mais ce n'est pas le programme du Front populaire qui a été appliqué, c'est les décisions qu'ont imposées les masses ensemble en grève, qui a fait qu'on a eu les congés payés, qu'on a eu un certain nombre d'acquis de 1936. Mais c'était pas dans le programme du Front populaire, ça. Ça, on verra bien ce qui va se passer demain. Je ne sais pas si, mon cher Christian, tu as quelque chose à dire dans ta pensée. Moi, je dirais que alors, c'est important parce que le Front populaire, quand même, il vient après une montée du fascisme. Hein, avec les croix de feu et tout le merdier. C'est important. Parce que je veux dire, c'est ça aussi qui fait que le peuple, il refuse le fascisme. C'est ça aussi qu'à un moment donné, le peuple, il sent que la République est en danger et que le peuple va faire quelque chose. Alors, pour le Front populaire, avec les gens dont on a parlé tout à l'heure, etc. Mais ce qui est enfin, pour moi, c'est important. Et demain, si, comme disait Charlie, on est majoritaire dans la rue, même avec le 49-3, même avec les tours de claquettes du couple infernal Macron et l'autre conne de Borne, c'est une sacrée Borne entre parenthèses, on est capable de les faire bouger. C'est sûr que c'est compliqué, c'est sûr que c'est pas écrit dans le mar de café, mais je pense sincèrement, que si tu sais, il y a une chanson de, une chanson de Potier, pas de Potier, de Jean-Baptiste Clément qui dit « Ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront, Oui, et tout que à vienne fait. la revanche, le peuple Tu aura la raison. mettras. » Voilà, c'est ça en fait un truc. Voilà, j'ai fini. Et bien voilà, donc on va finir là-dessus. Et surtout, Alors, n'oubliez pas. n'oubliez pas,
notre formule traditionnelle qu'on va dire pour cette nouvelle année et en attendant le résultat de la manifestation de demain. On en reparlera. Ni Dieu, ni maître, abat la calotte, vive la sociale. Chers amis, au revoir.